Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h20 et la rediffusion, c'est le jeudi aux environs de 15h30, toujours sur la même chaîne, Kalakin Télévision, la télé vérité. Ce soir, je reçois un confrère qui est déjà passé une fois dans cette émission. Nous allons échanger sur l'actualité ici en République démocratique du Congo. Quelques mois après, pratiquement une année, je le reçois encore. Nous allons essayer de décortiquer un peu l'actualité ici en République démocratique du Congo, comme je l'ai dit tantôt. Le confrère, il s'appelle Gauthier Seyi, le directeur général de Netic News, que vous avez l'habitude de lire dans les réseaux sociaux, présent dans cette émission, qui est l'invité de mon émission. Gauthier, bonsoir. Bonsoir, cher Aîné. Merci pour l'invitation. Bonsoir à toute l'équipe technique et puis aux téléspectateurs de cette grande émission Ecopole. Je pense que nous sommes là pour parler Congo. Nous allons parler de la République démocratique du Congo. C'est vraiment un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. D'emblée, il y a moins d'un mois, vous avez eu des démêlés, je crois qu'avec une tierce personne, mais fort heureusement, nous vous avons retrouvé vivant. Il y a eu beaucoup de frustration, beaucoup de peur de la part des confrères, de la part de la communauté. En bref, qu'est-ce qui s'est passé et comment évolue la situation? Déjà, je profite de cette tribune pour vous remercier de l'accompagnement et puis du soutien et à toute la confrérie. Je me réserve de mettre un mot là-dessus parce que les dossiers au niveau du tribunal des pairs, j'ai des pairs que je sois sanctionné doublement. Ce qui s'est passé, c'est tout simplement ceux qui ont peur de la vérité, ceux qui ne travaillent pas dans la vérité, qui pensent que gérer une structure étatique, c'est gérer sa propre boutique. Ils oublient que nous sommes tous contribuables congolais et on a intérêt, en tant que journalistes et observateurs avertis, d'avoir un œil, et d'ailleurs un œil regardant sur la gestion de la chose publique. Parce que là, on ne peut pas gérer n'importe comment, gérer comme si on gérait chez soi. Et malheureusement, ces gens-là ne sont pas prêts à recevoir nos critiques. Ils ont versé dans des pratiques qu'on a à dénoncer hier avec ces régimes. Des pratiques des critiques positives. Exactement, parce que tout ce que nous faisons, c'est une façon de les aider aussi à améliorer leur gestion. Et nous sommes là d'informer la population. Exactement, les chiens de garde de la population. Mais quand ils versent dans des pratiques que ces régimes a dénoncées hier, malheureusement, ils cautionnent ça. Un journaliste a été enlevé, près de 24 heures, retrouvé. J'ai jamais été invité par un procureur, aucun dossier ne s'est ouvert. J'ai d'ailleurs porté plainte contre un inconnu. Il y a l'enterre du dossier. Je me demande, mais que vaut encore la vie humaine ici en République démocratique du Congo? Mais bon, attendons voir. C'est que le tribunal de paix va trancher et on reviendra sur les détails. Je crois que nous allons revenir un peu sur la profession. Vous êtes journaliste, vous venez de dénoncer des égarements de la part de tierces personnes. Il y a eu des états généraux de la presse. Je crois que pendant quelques jours, plusieurs personnalités de la presse, des journalistes, des confrères venus de l'intérieur de la République démocratique du Congo, ont réfléchi un peu sur l'avenir de cette profession qui devient assez compliquée. Personnellement, en fonction des résolutions, vous êtes satisfait? Bon, je dirais d'abord que personnellement, je n'attends rien de ces résolutions. Pourquoi? Parce que l'élément moteur, qui est les journalistes, n'a pas pris part suffisamment. N'était pas au centre des intérêts, en fait. Au-delà d'être au centre des intérêts, mais ils n'ont pas pris part. Il n'y a pas eu plus de journalistes, il y a eu plus de patrons des médias. Or, la majorité de patrons des médias, ce sont eux qui sont à la base de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je vous donne un exemple simple. Qui sont plus politisés, il faut le dire. Exactement, ça aussi. Ils sont devenus plus politiques. Plus politiques et leurs médias ont des tendances. Et une fois que toi, journaliste, tu essaies de faire le travail librement, il te dit, monsieur, écoute, il ne faut jamais écrire sur telle personne, il ne faut jamais critiquer ou il ne faut jamais dénoncer sur tel secteur. Les pressions en interne. Et comment ces gens-là peuvent formuler des recommandations que peuvent, n'est-ce pas, développer ou relever les défis des journalistes? C'est quand même hypothétique. Et des deux, vous prenez les patrons de médias qui ne payent pas des journalistes. Ce sont eux qui dirigent la commission de viabilité des médias. Mais pendant que eux-mêmes on fait arrêter des journalistes. Donc tout ça, ce sont des problèmes. Parce qu'ils ont juste réclamé leur salaire. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup de mélos. C'était plus un jeu de copains-copines et ils se sont arrangés qu'ils soient là tous présents, mais ils n'ont pas tenu compte parce que là, je peux poser une question d'emblée. Ils savent combien de médias en ligne avions à Kinshasa? Et c'est les médias en ligne qui sont allés représenter les autres. Au nom de quoi? Donc il y a eu quand même... Ils n'ont pas eu de mandat en fait, de manière et classique. ça s'est passé
comme nous les voyons sur la RTNC avec ce qu'ils appellent on débrief. Donc, les ministres invitent les journalistes qu'ils maîtrisent des noms. Les ministres invitent les journalistes qu'ils connaissent d'abord quand ils même étaient journalistes et ils ne donnent pas l'accès à d'autres journalistes. Donc, il fallait quand même s'ouvrir à tous les journalistes, à tous les patrons de médias, ne pas tenir compte seulement de ceux-là que tu connais, qui sont de votre obédience, permettre à toutes les opinions, n'est-ce pas, de mettre des recommandations pour permettre à relever ces défis. Parce que nous avions hérité ces métiers de nos aînés. Et qu'est-ce que nous allons laisser à nos jeunes frères? Parce que ce métier est presque pourri. Il est mort. Politisé à outrance. Il est mort. Il est mort. Je ne sais pas quel journalisme nous on est en train de faire. Je ne sais pas. C'est vrai, il y a beaucoup de contraintes. Il faudra vivre. On a des enfants. On a des maisons à payer. Mais écoutez, au-delà de ça, mais les professionnalismes, ça ne s'évite plus dans cette... L'idée n'était pas peut-être de vouloir essayer de museler de manière assez propre cette presse en vue des échéances qui arrivent peut-être en 2023. Nous l'avons vu à l'époque de M. Kabila. Nous avons et des choses qui se sont passées au niveau de la presse. Même quand il y a eu des élections présidentielles au niveau de Brazzaville, où il y a eu des notes dans les médias pour nous interdire carrément de diffuser la campagne au niveau de Brazzaville. N'est-ce pas une façon aussi de museler Malheureusement, ça s'est fait sous le régime du fils du Sphinx délimité. C'est dont nous avions condamné hier. Et malheureusement, qui amène ces pratiques-là encore auprès du fils des Sphinx délimité? Les anciens kabylistes qui ont traversé. Et je me demande, est-ce que l'IDPS a combattu pendant 37 ans pour vivre ceux qui sont en train de vivre aux affaires? C'était ça vraiment... Non, j'en arrive. C'était ça vraiment le but du combat de l'IDPS. Malheureusement, je me dis, là c'est le jour et la nuit. Je me dis, est-ce que Félix Tshisekedi est-il seulement fils biologique d'Étienne Tshisekedi ou il est aussi fils politique? S'il était réellement un fils politique d'Étienne Tshisekedi, ça n'allait pas se faire. Parce que ce que nous vivons, c'est ce qu'on a dénoncé hier sous Kabila. Cette façon de museler la presse. Aujourd'hui, nous avions la presse pro-pouvoir. Aujourd'hui, nous avons la presse, donc, pro-opposition. Les amis qui se reconnaissent du pouvoir, et plus grave. Et ils sont allés très loin. Ils sont même en train de faire la chasse aux amis. Ou tu as un petit contrat nos propres confrères, parce que tu n'es pas de leur obédience, tu critiques les pouvoirs, parce que tu dénonces de temps en temps, ils influencent même que tu puisses perdre un contrat dans une entreprise, dans un ministère, au profit, et ils se mettent même à diaboliser les mandataires, pour dire que celui-là, il est en train de financer les journalistes qui nous attaquent. Mais quel est ce journaliste de l'opposition et de la majorité? C'est vrai partout au monde, il y a les journalistes des tendances, mais quand nous sommes sur terrain, on est journalistes, nos opinions ne peuvent pas nous diviser. Donc ici, la peur, c'est de voir ces régimes finir comme Kabila, comme Mobutu. Mais malheureusement, ce qui dérange plus, c'est que Étienne Tshisekedi n'a pas combattu pour ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'était l'état des droits, c'était le peuple d'abord, et c'était l'égalité, n'est-ce pas? Que toute personne, n'est-ce pas? Et personne n'est au-dessus de la loi. C'était ça, le combat d'Étienne Tshisekedi. Les fondamentaux. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une presse qu'on appelle une presse présidentielle. Ce sont eux qui ont des coupages, ce sont eux pour eux qu'on fait des chaînes de télévision. Il y a une presse muselée, on ne veut même pas les inviter, on ne veut même pas les donner des contrats de partenariat dans une entreprise étatique. Et pourtant, tous nous sommes contribuables congolais. Dommage. Et le gouvernement avait fait des propositions, je me rappelle, en principe, on devait apporter des subventions à la presse. C'était dit clairement, mais jusqu'à présent, ça ne marche toujours pas. Je sais que c'est quand même un peu difficile parce que ce gouvernement a d'abord un sérieux problème. Le premier problème, la mobilisation des recettes. Et le deuxième problème, la canalisation de ces recettes. Et même les gestionnaires, ils se sont distingués dans les détournements. Et je me dis, c'est à la presse qu'ils vont subventionner, sachant qu'en subventionnant... On préfère laisser ces journalistes à la merci de besoin, à la merci de pour besoin, bien les manipuler. Être des mendiants, courir. Voilà quoi vous constaterez que, et tous, les politiciens, tous ils hommes dans des médias. Et ils nous engagent et nous imposent une ligne. Ils ne veulent pas que nous soyons subventionnés, qu'on soit libre, travailler calmement. Un ventre enfamé n'a point d'oreille. Quand on a faim, vous pensez qu'on peut bien faire son travail? Donc tout ça, ils sont en train de faire cela pour nous garder, n'est-ce pas, dans leur gouffre, qu'ils soient là pour nous manipuler. Mais je me dis que j'ai pensé qu'avec les régimes du fils du Sphinx délimité, ces choses allaient finir. Ces choses n'allaient plus, on n'allait plus vivre ces choses. Mais malheureusement, on continue à vivre ça. Je me demande si réellement Félix Tshisekedi, il est le fils politique d'Étienne Tshisekedi ou seulement biologique. Ça, c'est une question qui taronne ma pensée du jour au lendemain. Nous allons revenir, mais au niveau de la presse, il y a beaucoup de choses à manger. Beaucoup à dire. Nous allons éviter de toujours politiser
Nous l'avons, ça fait déjà des années que cette presse est devenue très politique. On essaie de s'en débarrasser. Et on nous affaiblit sans le savoir. Ça, c'est très dangereux aussi. Une façon aussi de laisser faire la chose, afin que nous allons un peu prendre le dossier au niveau du Parlement. Nous sommes au mois de février. Au mois de mars, il y aura une rentrée parlementaire. C'est peut-être une rentrée parlementaire de tous les dangers. De tous les dangers, pourquoi? Il y a eu le problème avec M. Kabound au niveau de sa famille politique. Mais sur le plan institutionnel, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. On imagine sûrement qu'il y aura une démission, enfin on va le forcer à démissionner. Ça, c'est la première des choses. Il y a aussi ce problème des fameux députés qui demandent aussi le départ de M. Mbosso, qui insiste. Est-ce que c'est les quelques exemples que j'ai cités? Est-ce que lors de la rentrée parlementaire du mois de mars, c'est aussi le mois qui peut aussi faire changer beaucoup de choses au niveau du Parlement? Bon, moi je ne peux pas m'attendre de quelque chose de bon de ces parlements parce que ces députés, ils se sont distingués dans la recherche de l'argent et puis de l'enrichissement mais pas rapide. Pas tous quand même. Bon, quand c'est déjà la parce majorité. Parce qu'il y a quand même des voix qui dénoncent. Quand c'est déjà la majorité, quand on dit que le ils sont minoritaires. Est dictateur, les autres ils sont minoritaires. Nous sommes en démocratie, c'est la majorité qui prime. Donc je ne peux pas m'attendre quelque chose de bon. Du fait déjà qu'ils ont eu à changer la majorité en pleine législature. Ça c'était déjà une faute grave. C'était une faiblesse de la part de nos élus. Donc, on s'est prouvé à la face du monde que ces gens-là sont venus pour leurs propres intérêts. Et tout ce que vous attendez là, ils sont à la recherche de leurs propres intérêts. Et ce n'est pas l'intérêt du peuple. Est-ce que nous voulons qu'ils continuent à se chamailler matin, midi, soir, mais au lieu de nous voter des lois, 2 sessions se sont écoulées. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de bon? Est-ce qu'ils ont voté des lois? Est-ce qu'ils ont contrôlé régulièrement les gouvernements? C'est de RAM qui jusqu'à présent tout ça, n'a pas vous trouvé de comprenez solution. Que ces députés, ce ne sont pas les vrais députés du peuple. Et heureusement pour moi, je suis calme parce que j'ai à publier un document, et je ne sais pas si vous avez eu cet article, où plus de 150 députés élus qui nommés, n'étaient pas élus, sont nommés. Donc, et j'ai vu un fichier de plus de 150 candidats de l'ancienne majorité présidentielle où on instruit, n'est-ce pas, avec des noms bien écrits. On instruit aux responsables du service informatique de la CENI de scanner leurs noms avec 5000 voix d'avance, avec des noms et des numéros de téléphone. Je peux vous en citer quelques-uns. Qui sont députés aujourd'hui. Donc vous comprenez déjà des gens comme ça, ils n'ont pas de compte à rendre au peuple. Ils savent comment ils ont été élus et ils s'arrangent à avoir un peu d'argent pour corrompre encore demain, qu'on puisse les scanner sur les serveurs. Donc la question des Kabound, c'est vrai, c'est une question quand même pertinente, mais déjà là, il ne faudra pas dire qu'on réfléchit, on va lui pousser à démissionner. Non, du fait qu'il a été radié du parti. On sous-entend qu'il doit perdre les postes parce que ces postes-là, c'est les postes du parti IDPS. Il a été présenté sur les tickets IDPS. Du fait qu'il a été radié au sein du parti, automatiquement, il devra perdre aussi ses postes de vice-président. Donc il faut repenser déjà à réélire un autre vice-président de l'Assemblée. Ça, c'est une crise qui va nous prendre quelques temps et entre-temps, la population est dans la misère. Et la posture du président. La posture du président du Parlement, sa posture. Exactement. Qui pose problème aussi. Exactement. Pourquoi? Parce que c'était Kabound l'homme à tout faire. C'était l'homme orchestre. C'est lui qui était au centre de la création de cette majorité qu'on appelle aujourd'hui Union Sacrée. Et c'est lui qui tenait, rappelez-vous qu'il a réuni les députés de l'Union Sacrée ici à GB au chapiteau, où il les a dit qu'il veillait à leurs intérêts et que c'était lui le coordonnateur. Il s'est autoproclamé coordonnateur de l'Union Sacrée parlementaire. Donc c'est lui qui avait les contrôles de ses élus. Et son départ, c'est comme une maison où papa n'est plus, il est en voyage et maman et les enfants, voilà, qui va payer les loyers, qui va préparer pour les enfants. Et les enfants s'entrent dedans, ils jouent avec la provision et d'autres ne respectent même plus l'air d'aller au lit, ils sortent comme ils veulent parce que là, il y a maintenant un libertinage. Donc ici, il faudra dire que c'est une session qui va quand même perdre beaucoup de temps à la République. Pourquoi? Parce que surtout population. Surtout à la population, parce que nous attendons la réglementation de cette histoire des rames. Nous attendons les contrôles rigoureux du gouvernement Samalukonde. Nous attendons l'évaluation des projets lancés par ces gouvernements. Les projets de les Gelou. Les constructions des routes agricoles, des certes agricoles. À Kinshasa,
les constructions de marchés. Il y a eu plein de morts. Nous attendons dès qu'ils nous disent qu'est-ce qu'il y a sur la question. Échoué, qu'est-ce qui n'a pas marché? La gratuité. Voilà des questions sur lesquelles nous attendons, n'est-ce pas, les solutions venant des élus du peuple. Mais malheureusement, ils seront dans les positionnements. Et maintenant, là, il faut un autre vice-président qui doit créer son camp. Et son camp-là, il faudra attendre que les partis te proposent. Il faudra discuter avec les élus. Et entre-temps... Nous sommes en 2020, fin 2020. Et entre-temps, le peuple est en train de couper dans la misère. Donc, nous sommes partis pour une session de distraction. C'est comme l'ancienne session où il fallait faire partie des bureaux. Oui, il fallait faire partie les bureaux Mabunda. Nous avions tout connu et, excusez, ça nous a pris tout le temps. Et aujourd'hui, on ne sait plus rattraper ces temps. Et ça sera pareil pour la session de mars. Mais malheureusement, je me dis, cher aîné, que les régimes Tshisekedi, c'est un régime qui nous amène de distraction en distraction. À chaque période, il crée un événement. Rappelez-vous, aussitôt arrivé aux affaires, 2 mois après, il crée l'événement 100 jours, où ils ont parlé de détournement. 1 mois avant d'abord, ils ont créé un événement 15 millions, où les chefs de l'État sur les antennes d'une chaîne étrangère, n'est-ce pas? Il dit que la rétrocommission, elle est légale. Et qu'en RDC, on appelle ça COP. Les chefs d'État ont légalisé la rétrocommission, pendant que le peuple voulait savoir réellement où est parti ces 15 millions qu'on accusait Kamere d'avoir empoché. À l'époque. Et après ça, c'était les procès 100 jours. On l'a accusé de détourner plus de 48 millions de dollars avec des maisons préfabriquées, des choses comme ça. Et nous sommes partis de là pour le projet Tshilé-Gelou. C'était encore... Non, avant qu'on arrive au projet Tshilé-Gelou, c'était le basculement de la majorité avec le gouvernement Ilukamba, où on a connu un ministre qui appelait Yemei, Nabengi Yemei Batikingai. C'était l'ancien ministre de la Justice. Dès que ce gouvernement part, c'était de la distraction. Les choses vont s'arranger. Après, ils nous ont le gouvernement des Warriors ou tout. Rien du tout. Après, ils nous emballent encore dans la distraction, n'est-ce pas, du bureau de la Cour constitutionnelle. Il fallait installer ces bureaux où on va voir le président de la République installer les bureaux sans le président du Sénat, sans le président de l'Assemblée nationale. Mais ça c'est fait. Ça c'est quand même fait. Ils ont installé leurs bureaux. Après, il fallait maintenant faire tomber ces bureaux. Distraction, autre distraction. On arrive avec les gouvernements des Warriors parce qu'on a accusé l'ancien le dossier de la CENI qui a posé problème avec les confesseurs religieux. Les confessions religieuses. Donc nous sommes la CENCO, les CC et puis avec leur président qu'ils ont créé. Le groupe de réveil. Après c'était les projets Tshilé-Gelou. Après nous sommes arrivés avec les problèmes de la présidence. Guilain Nyembo et les ministres des Finances. C'est parti de toutes parts. Et après c'était Kabound. Et après Kabound, c'est l'affaire des coups d'État. Tout ça, c'est le temps perdu. Et l'efficacité c'est le temps perdu. On se pose la question. Des accusations inutiles. On arrête quelqu'un aujourd'hui. Après 2 jours, il est relaxé. Il a la liberté provisoire. Il prend son avion. Il est en Europe. Quelqu'un est condamné aujourd'hui. Il est gracié. Il a un passeport diplomatique. Il se retrouve en Europe. Temps perdu. Donc, c'est la théâtralisation au sommet de l'État. Entre-temps, nous, peuple, qu'est-ce qu'on gagne dans ça? Parce que toutes ces personnes-là, ils se disputent des millions. Quand il se dispute, il parle en termes de millions. Il a détourné autant. Kabam, il s'agit de 26 000 carrés miniers. Celui-ci, il s'agit des plaques d'immatriculation. Et le peuple gagne quoi dans ça? Quand est-ce qu'on va s'arrêter pour évaluer les projets de développement? Quand est-ce qu'on va s'arrêter pour évaluer les embauches? Quand est-ce qu'on va s'arrêter, n'est-ce pas, pour évaluer quand même, dire, écoutez, chers amis, qu'est-ce que nous avions fait pendant 3 ans et qu'est-ce qu'il reste à faire? Malheureusement, je suis en train de pleurer pour mes amis et mes compatriotes de l'IDPS, les combattants. Abusivement appelés combattants. Ils ont combattu Mobutu. Ils ont combattu Kabila. Et aujourd'hui, ils sont aux affaires. Les deux Kabila. Ils continuent à être utilisés dans la rue. Quand il faut faire partir Kabound, les détracteurs de Kabound les sous-traitent pour manifester. Quand il faut faire partir Guilain Nyembo, on les sous-traite pour manifester. Quand il faut faire partir tel, on les sous-traite. Mais entre-temps, ils ne sont pas engagés. Entre-temps, leurs enfants ne vont pas à l'école. Entre-temps, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. Entre-temps, ils n'ont pas de transport. Entre-temps, il n'y a pas de route et ils vont continuer à démarrer dans la rue. Donc, ils sont à la fois aux affaires et dans l'opposition. Chers amis, c'est de la distraction. Puis, au niveau du Parlement, il y a d'aucuns qui disent que sur les 500 députés, on a trop. Si prochainement, nous pouvons en avoir 250. Là aussi, c'est un débat. Vous avez même évoqué votre publication sur quelques députés qui ont été nommés. Il y a l'inefficacité au niveau du Parlement. Il y a aussi ce problème d'immunité qui pose problème. On se dit quand on est député, il y a des immunités, on peut par moment, quand il y a un problème, en interne au niveau du Parlement, essayer de régler. Mais là, on se rend compte, il y a des arrestations aussi terribles. Des députés qui se font arrêter
subitement comme ça, sans pour autant... C'est aussi un problème de droit. Cher René, sur les problèmes des nombres, je ne suis pas d'accord. 500 députés, moi je ne pense pas que c'est assez beaucoup. Non. Pourquoi? Parce que, non, même s'il faut réduire, mais j'ai dit l'inefficacité n'est pas due au nombre d'abord. L'inefficacité est due d'abord à la manière dont ils sont devenus députés. Combien réellement ont été élus? Nous connaissons dans ces pays des députés qui n'ont jamais déposé la candidature, qui n'ont jamais battu campagne, mais ils se retrouvent députés nationaux. Par quelle magie? La fraude. Et des deux. Le deuxième problème, c'était aussi ces peuples-là qui n'étaient pas habitués à aller aux urnes. Ces peuples-là qui n'étaient pas encore mûrs, n'est-ce pas, dans cette affaire d'élection. Nous sommes au 3e cycle des élections. Je pense que le peuple, en 2006, nous avions voté n'importe comment. En 2011, il y a eu évolution, il y a eu sanction. 2018 aussi, il y a eu aussi sanction. Mais seulement, il faudra maintenant que le peuple, les sociétés civiles, n'est-ce pas, les structures des sociétés civiles puissent former la population à être éveillée. Mais ces sociétés civiles à être éveillées. Au-delà de quelques mois des élections, se politisent à outrance. Voilà, c'est ça les problèmes. Nous n'avions pas une société civile forte, n'est-ce pas, pour éveiller la population et responsabiliser le peuple, à barrer la route aux fraudeurs. Mais aussi, nous n'avions pas des partis politiques organisés. Parce que les partis politiques n'ont pas seulement pour rôle d'attendre les élections pour aller postuler. Non, ils doivent aussi former leurs militants. Ils doivent leur former comment devenir observateurs, comment devenir témoins. Voilà, même pendant l'enrôlement. Parce que la fraude commence pendant les enrôlements. Il faudra que les partis politiques disposent des témoins partout, à veiller réellement voir qui va s'enrôler. Est-il réellement congolais? Est-ce qu'il est réellement civil, ou il est soldat, ou il est policier? Ça aussi, c'est les rôles des partis civils. Au lieu d'attendre toujours qu'on puisse promulguer les résultats et contester. Non, il y a faiblesse aussi du côté des partis politiques. Les responsabilités sont partagées. Donc, il faudra ici que les présidents des partis politiques, mais malheureusement, ces partis politiques sont créés aujourd'hui comme des médias en ligne. Chaque coin du quartier a un parti politique. Chaque tribu a un parti politique. Les partis politiques ne sont plus créés à la hauteur, n'est-ce pas, de la grandeur du Congo ou des ambitions du Congo. C'est créé de ces personnes. Voilà, malheureusement, les partis est créé pour les besoins de la cause. Et conséquence, nous vivons la fraude immense. Donc, il faudra ici que les partis politiques fassent aussi leur part. Combien de partis politiques font des rassemblements, des séminaires de leurs militants partout dans le pays? Zéro. Combien de partis politiques forment leurs militants en observateurs et en témoins? Combien de partis politiques ont des cellules dans chaque quartier? Parce qu'il est facile de bloquer la fraude lors des enrôlements. Dans chaque quartier, vous posez vos observateurs, vos témoins qui veillent, parce qu'on se connaît. Les quartiers n'ont pas plus d'1 million d'habitants. C'est moins que ça. On sait quand même se connaître même des vues. Je sais au moins savoir que mon voisin là, il est soldat, il est policier, il n'est pas civil. Et si je le vois venir s'enrôler, parce qu'on n'a pas de carte d'identité, si je le vois venir s'enrôler, je peux alerter. Voilà, pour dire que celui-là n'est pas civil. Voilà comment est-ce que nous pouvions barrer la route aux députés nommés et aux députés fraudeurs. Donc ici, il faut renforcer, n'est-ce pas, les partis et la société civile. Mais malheureusement, cette société civile qui se doit être neutre, politisée aujourd'hui pour les besoins de la cause, vous allez voir les pasteurs eux-mêmes qui s'entrent dedans à cause de l'argent. Vous allez voir les hommes des droits de l'homme qui s'entrent dedans à cause de la voix, de l'argent. Donc, l'objectif principal bafoué, n'est-ce pas? Parce que tous, nous cherchons à construire des maisons comme Kabound. Tous, nous cherchons à rouler avec des palissades comme des députés. Ouais, donc, ici, il faudra dire... Kabound est premier vice-président. Ici, il faudra, cher ami... S'il a un bon salaire, il a des primes... Cher aîné, écoutez, s'il faut évaluer, il a fait plus de 6 mois sans fonction parce qu'il a été inversé. S'il faut prendre le peu de temps qu'il a fait comme premier vice-président, vous me direz qu'il peut construire cette villa-là? Et il peut construire les stades? Il peut inaugurer des ponts qu'il a fait? Avec quel argent? Non, nous savions comment ça se passe. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Mais pour finir, pour citer l'aspect des immunités. Voilà, quand vous avez un parlement faible, quand vous avez un parlement, n'est-ce pas, majoritairement composé des fraudeurs, la conséquence c'est quoi? Elle est illégitime. Très fragile de l'intérieur. Fragile de l'intérieur et de l'extérieur. Et parce qu'elle est illégitime, elle n'est pas reconnue par le peuple. Les immunités ne représentent absolument rien. Comment un élu du peuple, qui a été élu par plus de 20 000 personnes, vous êtes arrêté comme un voleur, comme un vendeur de pain,
n'est-ce pas? Et sans que ta population puisse revendiquer les droits. Donc vous comprenez que ce sont des gens qui n'ont pas d'abord la confiance du peuple. Et parce qu'ils n'ont pas la confiance du peuple, déjà en interne ils sont fragilisés et ce sont les intérêts personnels qui priment. Comment on peut arrêter un député n'importe comment? Comment on peut à tout moment assiéger la résidence d'un député? Il y a une procédure à suivre. Mais malheureusement, je me dis, est-ce que l'état des droits pour lesquels l'IDPS s'est battu, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Il n'y a pas de respect des textes. On arrête les gens n'importe comment. Et écoutez, dans un pays sérieux, on enlève un journaliste. Plus de 2 semaines aujourd'hui, j'ai jamais été interpellé par un procureur pour donner les faits de mon enlèvement, pour que les enquêtes soient menées. Et mon exposé, si à un journaliste on fait ça, et aux paisibles citoyens, et si aux députés, on fait descendre un député de l'avion, pour avoir fait quoi? Pour ses opinions tout simplement. Pour ses opinions, on assiège la résidence d'un député, sans motif. On ne sait pas jusqu'à cet instant pourquoi sa résidence est assiégée. Mais est-ce que ces députés, sa crainte et sa fuite est à craindre? Là, vous évoquez la raison. Est-ce que sa fuite est à craindre? Mamba, je crois. Alors, pourquoi ne pas saisir les instances compétentes? N'est-ce pas? Qu'on lève les immunités. C'est quoi la flagrance? Qu'est-ce qu'il y a de plus flagrant dans ce qu'ils ont fait pour qu'ils subissent cette humiliation? Non, je pense que quelque part, les textes de la République sont piétinés. Il faudra que ces régimes, quand même, qui prennent l'état des droits, puissent prévaloir les textes de la République, que les respects des textes, n'est-ce pas, soient au rendez-vous dans chaque action à mener, que ce soit politique, que ce soit parlementaire, que judiciaire. Donc, ici, on a l'impression que tout passe sans respect des lois. La preuve en est que vous avez une majorité où vous avez des députés dans l'opposition, les partis dans la majorité. Où vous avez les partis dans l'opposition, les députés dans la majorité. Hétéroclite. Du jamais vu au monde. Mais applicable en RDC tout simplement. Vous êtes bien levé dans votre émission Écopole diffusée chaque mercredi aux environs de 22h20 et puis la rediffusion c'est le jeudi à 15h30. Je reçois ce soir M. Gauthier, c'est le directeur général de Netic News, un confrère. Nous sommes en train d'échanger sur l'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous avons parlé du Parlement, nous avons parlé des médias. Nous allons attaquer le volet de la CENI parce que nous sommes déjà pratiquement à 3 ans de la gouvernance du président Félix Tshisekedi au niveau de la CENI. Petit à petit, on est en train de mettre en place les animateurs et puis aussi éventuellement il y a déjà un programme qui a déjà été lancé pour les élections de 2023. Est-ce que la première question, est-ce que d'abord, nous avons les moyens maintenant pour organiser ces élections et puis, jusqu'à présent, encore ce fameux problème avec les confessions religieuses? Ici, déjà, il faudrait être sincère avec soi-même, dire que les régimes Tshisekedi, en complicité avec les confessions religieuses, ont préparé les lits du glissement. C'est faut le dire. Ça, c'est de 1. De 2, ici, il faudra fixer l'opinion, dire que l'installation du bureau ne pouvait pas empêcher les gouvernements de mettre à côté, la quote-part de la CENI. Ça, c'était un fait. 2, 3, il faudrait ici fixer l'opinion que l'installation du bureau ne pouvait pas bloquer le fonctionnement de la CENI. Parce que là, il y a une structure technique qui travaille au quotidien, qui n'a rien à voir avec l'installation du bureau politique. Donc cette structure, c'est une structure technique qui, n'est-ce pas, qui travaille et maintenant qui propose ce travail au bureau. Donc si on était sérieux dans un pays sérieux, ces structures-là devaient continuer à faire leur travail. Mais on les allie ensemble. On ne peut pas les allier. La cellule technique, elle est purement technique. Ce sont des techniciens. Ils n'ont rien à voir avec les bureaux. Ça, c'est une volonté politique, en fait. Exactement. La preuve en est qu'ils continuent à travailler, mais malheureusement, on n'avait pas mis les moyens à leur disposition. Donc là, c'était une volonté, n'est-ce pas, de ces régimes qui ne veulent pas aller aux élections. Moi, je pense que, au regard du bilan, n'est-ce pas, de ces régimes, ils ne sont pas prêts à aller aux élections. Ça, c'est mon entendement. C'est mon entendement. Et des Même deux. s'il y a les moyens, en fait. Et des deux. Les moyens, d'abord, il n'y en a pas. Ils ont accumulé. Mais on crie ici. Au niveau des régimes financiers, il y a l'augmentation. L'IGF c'est de la pure. A mis de la pression, ce qui fait que à la DGRA. Cher René, c'est de la pure distraction. Tout ce qu'ils disent, est-ce que vous les sentez dans le panier de la ménagère? Tout ce qu'ils disent, vous les sentez quand vous circulez dans des rues de Kinshasa, dans les rues de Likasi, dans les rues de Chikapa, de Mbujimaï, vous les sentez? Il faut voir la misère que nous sommes en train de vivre. Tout ça, c'est rien. Et l'argent, là,
qui sont en train de crier matin, midi, soir. Et où est-ce qu'ils ont mis ça? Parce que l'argent, l'État congolais n'est pas capitaliste. L'État travaille pour le bien-être de ses citoyens. Et s'ils ont mobilisé autant de moyens, pourquoi ils n'ont pas mis ça dans les social du peuple congolais? Parce que le grand problème ici, c'est le social. Quelle est la réforme qu'ils ont lancée avec cet argent? Quelles sont les routes qu'ils ont construites? Quels sont les projets qu'ils ont financés avec cet argent? C'est de la pure distraction. Je rentre dans la question de la CENI. C'est une question très, très, très délicate. Là, il y a manœuvre de ne pas aller aux élections. Parce que quand vous suivez même les bureaux d'Eni Kadima, ils ont présenté leur feuille de route et à la fin, la contrainte, c'était la mise à disposition des fonds de la part du gouvernement. Et jusqu'à ce jour, je vous informe, et j'informe aussi à l'opinion congolaise, et que les sommes que le gouvernement Sama et le gouvernement Ilukamba nous ont fait croire qu'ils avaient déjà décaissé pour la CENI. Jusqu'à ce jour, j'ai pris langue avec quelques experts de la CENI. Les caisses de la CENI sont vides. Les caisses sont au rouge. Donc, à ce jour, si réellement les gouvernements Ilukamba qu'ils avaient laissé 100 millions pour la CENI, et j'ai suivi l'actuel ministre des Finances, Nicolas, qui aurait parlé aussi des 150 millions. Donc, on aurait déjà dans la caisse de la CENI 250 millions de dollars. Ça pouvait déjà commencer à faire l'affaire. Mais si dès qu'on interroge les experts de la CENI, ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent. Et la feuille de route, c'est quand même la volonté de la part du bureau de la CENI pour démontrer que nous pouvons rattraper les retards si vous mettez à notre disposition les moyens qu'il faut. Mais malheureusement, ces moyens, il n'y en a pas. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas ces moyens. Et ce qu'on a mis dans les budgets 2022, là, ce sont les moyens à mobiliser. Mais les moyens qu'il y a déjà sur pied, et ce gouvernement ne sera pas à mesure de débloquer près de 1 milliard. Donc nous tournons pratiquement vers... Ne sera pas à mesure de débloquer près de 1 milliard pour que la CENI nous aide à avoir des élections. Je doute fort. Au moins qu'il y ait une baguette magique qui peuvent taper quelque part pour nous débloquer cet argent. Ou qu'ils recourent aux partenaires extérieurs. Mais avec les fonds propres, je doute fort. On est à 1 année des élections. Mais ici seulement, il faut rappeler au régime Tshisekedi que ça sera une forte erreur, une grave erreur, une forte bourde s'il ne nous amène pas aux élections en 2023. Parce que ça sera une première que les régimes qui viennent de l'opposition, n'est-ce pas, ils accèdent aux affaires et ils glissent. Après autant d'années de dénonciation, de condamnation de ce que nous avions condamné les glissements sous Kabila. Plusieurs fois. Et aujourd'hui, voir les régimes qui s'est battu contre ces glissements, glisser, ça sera une grave erreur et ça sera une tache d'huile sur le bilan de Félix Tshisekedi et ça sera difficile de s'en débarrasser. À vous entendre, je comprends que sur le plan interne, il n'y a pas vraiment eu de mobilisation de recettes, mais le chef de l'État lui-même a eu plus d'une centaine de voyages à l'extérieur, où je sais que pendant ces voyages, il y a eu quelques partenaires qui nous ont assistés financièrement dans plusieurs domaines. Il n'y a pas raison quelque part. Bon, moi je ne sais pas, mais bon, les voyages du chef de l'État, ils ont présenté ça comme une forte diplomatie agissante, et eux-mêmes ils ont donné les résultats de ces voyages. Mais bon, je me réserve un peu d'entrer trop dedans parce que les gens ont l'impression que Gauthier tire trop sur les régimes. Non, je ne tire pas trop sur les régimes. Ce que nous sommes en train de dire, c'est une façon d'aider ces régimes aussi à s'améliorer. Mais moi je me dis, autant de voyages pour l'extérieur qui coûterait par voyage plus de 1 million de dollars, parce que c'est une institution de la République qui se déplace, ce n'est pas n'importe qui. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on a eu? 3 milliards qu'on a eu du FMI. Ça, c'est à rembourser. Ce n'est pas de l'argent propre, ce n'est pas des financements. Et c'est en don de ci que cet argent s'y arrive. Et combien de partenaires sont venus investir ici? Combien d'usines d'Américains, des Chinois, des Français, d'Allemands, des Turcs sont déjà venus ici en RDC? Vous pouvez m'en citer une? Et c'est comme ça qu'on peut quand même évaluer une diplomatie. On suppose que les chefs allaient pour conclure des marchés. Les chefs allaient pour convaincre les investisseurs venir investir chez soi. Avec mais jusqu'à ce jour, pouvez-vous me citer une seule usine ou un seul investisseur qui est venu s'installer ici, construire son usine ou installer son usine ici? Vous pouvez m'en citer une? Je pense que là, il y a un problème. Et quand les amis parlent des résultats de ces sorties, je me dis, les résultats,
c'était seulement se faire sentir chez les autres que les Congo existent, qu'il y a un président qui a eu alternance. Ça c'est bon, bien bon. C'était une autre image de la RDC qu'on est allé vendre. Parce que depuis un moment, la RDC, les présidents se succèdent que par coup d'État. Et après, c'était par mort et après par coup de force. Mais c'est pour une première fois qu'on puisse avoir l'alternance. Donc il était important que les chefs de l'État sortent aussi, dire aux autres qu'écoutez, les pays, parce que la démocratie, l'alternance c'était un élément, n'est-ce pas, fort de la stabilité d'un pays. C'est vraiment un élément qui démontre que le pays est quand même stable. Quand il y a l'alternance au sommet de l'État. C'était quand même une façon pour lui aussi de se vendre à l'extérieur. Mais après, la suite c'est quoi? Ils n'ont pas su capitaliser. La suite c'est quoi? La suite, c'était bien bon de partir. Moi je pense que les voyages étaient presque brisqués et c'était presque à la va-vite. S'il y a 2-3 voyages qui ont payé, merci. Mais les autres, je pense qu'ils n'ont pas payé. C'était juste du gaspillage. La preuve, même la tournée qu'il vient de faire au Grand Kassai. Hier, je traitais un dossier où la société civile de Kananga lève déjà la voix pour demander que depuis le passage du chef de l'État, les travaux des Katende n'ont pas encore recommencé. Les travaux qu'on avait promis. N'ont pas encore recommencé. Voilà, ça c'est un problème. Donc tout ça, vous pensez qu'un chef se déplace avec la solution. Mais il y a eu quand même un certain problème dans l'exécution ou dans l'application, n'est-ce pas, des mesures prises par les chefs de l'État. Et je me dis, c'est la faiblesse des services ou c'est la faiblesse du chef. Là, je n'arrive pas à comprendre. Mais je pense que pour un pays sérieux, quand un chef prend un engagement, les services doivent rapidement s'activer pour réaliser cet engagement, pour permettre au chef, n'est-ce pas, d'avoir un discours. Gauthier, je rappelle que vous êtes le directeur général de Netic News, confrère journaliste. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, quand on échange sur la République démocratique du Congo, éviter de ne pas parler de l'Est. Personnellement, quand vous vous réveillez le matin, à travers par moments nos confrères, parce que nous en avons l'habitude aussi de suivre d'autres médias, d'analyser un peu l'info, il y a des morts au niveau de l'Est. Tes propres frères, nos propres frères congolais qui meurent comme des moutons qu'on égorge, qu'on tue. Vous vous dites quoi? Est-ce que l'état des sièges a échoué ou nous devons encore laisser le temps pour essayer de bien arranger les choses? Je vais prendre cette question à deux volets. L'état des sièges a échoué, je dirais pas largement, mais il y a des faiblesses avec l'état des sièges. Exactement. Il y a quelques Même s'il y a beaucoup de morts. Il y a quelques faiblesses avec l'état des sièges, ça je reconnais. Il faudra renforcer cela. Parce que le chef lui-même y était, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas autant d'éléments comme on l'avait présenté. Le chef lui-même y était, il s'est rendu compte qu'il y avait une forte fraude, n'est-ce pas, dans ça. Et là, il fallait quand même renforcer. Mais malheureusement, il est revenu sur Kinshasa. Je n'ai pas entendu les généraux, les colonels tomber. C'est resté dans les tiroirs. Deuxième chose, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de complicité sur le plan interne. Sur le plan interne. Exactement. Je ne peux pas comprendre que dans un pays sérieux, où nous avions nos élus, que nous avions votés, des gens qui ont, n'est-ce pas, les contrôles de certains coins de l'Est, où les Codeco qui sont nos propres frères, ils vont tuer nos propres frères. On s'entretue. Et ces leaders de l'Est, ils peuvent quand même dire un mot. Aucun leader n'a condamné ces jeunes gens-là, ce qu'ils ont fait sur les compatriotes. Je sens la complicité. Leurs propres frères. Nous nous sommes entretués. Dernièrement, les Codeco, ce sont des Congolais. Ce ne sont pas des étrangers. Ce sont des Congolais qui ont tué leurs propres frères. Et les leaders d'opinion de là, personne n'a levé sa petite voix. Personne n'a condamné. Et je me dis, ne sont-ils pas complices? Pourquoi ils ne veulent pas, n'est-ce pas, recadrer leurs jeunes frères? Pourquoi ils ne veulent pas conscientiser leurs jeunes frères? C'est une raison pour les membres du gouvernement de ne pas assister aux obsèques de ces Congolais? Ça aussi, c'est une faiblesse de la part du gouvernement. Voilà pourquoi je disais j'allais aborder cette question en deux volets. Donc vous comprenez qu'il y a complicité. Donc il y a des gens au niveau du gouvernement qui tirent des ficelles, n'est-ce pas, de ces tueries, au niveau du Parlement et à tous les niveaux. C'est là où je m'interroge. Mbosso n'avait-il pas les éléments quand il disait, chers collègues, quittez les groupes rebelles? Ne savait-il pas quelque chose? Et non, j'attends des mots aussi qui ne puissent nous lister ces députés, qu'on mette cette liste-là à la disposition de la justice et que ces gens-là soient traqués et arrêtés et condamnés. On ne peut pas continuer à vivre. Et vous allez constater depuis un moment, quelques élus de l'Est lèvent les voix pour exiger la levée de l'état des sièges. Qu'est-ce qui bloque? Au lieu de demander de renforcer l'état des sièges, au lieu de demander l'évaluation de l'état des sièges et renforcer l'état des sièges. Mais eux, qu'est-ce qu'ils demandent? La levée de l'état des sièges. Donc je comprends que
Congolais, Congolais. Donc le vrai problème ici, c'est un problème d'intérêt personnel. Il y a des Congolais, des politiques congolais qui sont, n'est-ce pas, sous-traités par des multinationales, qui sont sous-traités par des pays voisins pour piller la République, pour s'aimer la terreur, pour leur permettre d'exploiter nos minéraux qui sont cet environnement, est-ce qu'on va pouvoir gazer les élections dans cet environnement? Voilà pourquoi je propose et je suggère au chef de l'État. J'ai compris que le vrai problème de l'Est, ce n'est pas d'abord la guerre, parce qu'il n'y a pas une armée, n'est-ce pas, qui combat la FARDC. La guerre, elle est asymétrique. Ce sont nos propres jeunes frères, à cause du chômage, à cause de la faim, qu'on ment par les détracteurs de la paix, n'est-ce pas, qu'on sous-traite pour nous entretuer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Et j'ai constaté, j'y étais dernièrement, les communautés de l'Est ne parlent pas le même langage. Ils sont divisés. Ils sont divisés par qui? Par les politiques de Kinshasa. Chaque politique a son discours. Ils ne veulent pas mettre les communautés ensemble de peur qu'ils soient dévoilés. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque politique a son groupe de gens qu'il manipule et qui fait comprendre que l'autre est mauvais et que cette communauté-là ne veut pas de nous pour leur permettre de s'entretuer. Alors que nous sommes appelés à vivre ensemble. Et tirer profit. Et elle reste misérable. Donc il faut ici organiser que ces leaders de l'Est qui soient sincères, un dialogue intercommunautaire à l'Est, qui se disent des vérités. Eux-mêmes savent. Ils savent qu'est-ce qui dérange l'Est. À l'époque de M. Kabila, il y a eu un forum du genre à l'Est, je crois à Mani, à Goma, où on a parlé de père, on a appelé la communauté, surtout de l'Est, de venir pendant au moins une semaine. Les gens réfléchissent sur ça. Mais qu'est-ce qui ne marche toujours pas? Et c'était quoi la suite? Qu'est-ce qu'on n'a rien vu? Et c'était quoi la suite? Et c'était quoi la suite? Il ne faudra pas ici inviter les gens à dialoguer ou les gens à discuter dans un climat pas propre. Il faut d'abord assainir les climats, n'est-ce pas? Imposer une loi, les imposer à venir et les impliquer, n'est-ce pas, dans la sécurité de l'Est. Et à ce moment-là, on saura qui fait quoi et qui est qui. Et les demander, leur donner un discours à propager dans la population. Parce que là, chaque leader de l'Est a son discours. Et chaque leader de l'Est a ses intérêts. C'est ça le vrai problème. Et amener ces peuples-là, ces communautés-là à vivre ensemble. Leur dire, chers amis, vous êtes tous Congolais. Voilà les conditions dans lesquelles vous vivez. Mais ces politiciens-là ici, ils roulent carrosse. Ces politiciens-là ici, ils vivent dans des villas. Et vous vivez encore dans des casernes. Vous ne devez pas être manipulés ainsi. Et à ce moment-là, les chefs de l'État, excusez, je vais jeter, c'est très important ce que je dis. Et les chefs de l'État, lui aussi, il devra taper du poing sur la table. Regardez ces leaders-là, droit aux yeux, les dénoncer et les traduire ce qui sont complices chez leurs juges naturels, qu'ils soient jugés et condamnés, des sanctions exemplaires. Mon cher aîné, vous verrez que l'Est sera délivré. Est-ce qu'avec ces politiciens, est-ce que ce n'est pas un problème de génération? On a comme l'impression que c'est pratiquement la même génération de 1960, M. Non, les problèmes, ce n'est pas... Aujourd'hui, la gangrène continue. Les problèmes, ce n'est pas la génération. La République évolue difficilement. Est-ce que ce n'est pas un problème de génération? Ce n'est pas ça le vrai problème. Je vais vous donner un exemple actuel. Nous avions tous ici décrié l'inefficacité de Ilukamba. Croyez que c'était dû à son âge. Nous avions voulu qu'il y ait un jeune Premier ministre, vu l'immensité du pays, un jeune qui pouvait être mobile. Et on a un jeune de moins de 45 ans. Où on ne sent pas. On a un jeune de moins de 45 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, on préfère encore Ilukamba que Sama. Sama est plus amorphe que Ilukamba. Et on a fini par comprendre que la jeunesse, ce n'est pas seulement le fait d'être jeune en âge, c'est aussi un état d'esprit. Et ici, il ne s'agit pas seulement de la jeunesse, mais des valeurs. Cette jeunesse prend quelle valeur? Cette jeunesse défend quelle valeur? C'est les valeurs de l'argent? Les valeurs de l'enrichissement illicite? Voilà les jeunes. Les ministres de la communication et médias patrimoniaux, n'est-il pas jeune? Les premiers ministres, n'est-il pas jeune? Nous avions autant de jeunes dans ces gouvernements. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont prouvé leurs limites. Donc ici, nous n'avons pas seulement le problème de rajeunir les secteurs politiques, mais ici aussi, les valeurs. Il faudra responsabiliser des jeunes en esprit, pas seulement en âge, mais des jeunes aussi qui prônent des vraies valeurs. Et les vraies valeurs, c'est quoi? C'est l'état des droits. Les vraies valeurs, c'est quoi? C'est le peuple d'abord. Les vraies valeurs, c'est quoi? C'est tout le monde est égal devant la loi. Personne, il n'y a pas de Congolais supérieurs.
Les vraies valeurs, c'est quoi? C'est ces ministres-là qui sait respecter son heure de travail, qui ne prend pas la deuxième bande. Les vraies valeurs, c'est quoi? Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, où nous sommes dans une vie des hommes forts. Tu vois un vice-président qui se retrouve sur une bande. N'est-il pas jeune celui-là? Mais voilà ce qu'il est en train de faire de son pouvoir. Il se retrouve sur une bande parce que l'autre a pris l'essence cynique. Vous arrivez même à désarmer sa garde. Est-ce que c'est le rôle d'un vice-président de l'Assemblée? C'est ça les jeunes que nous voulons? Ce ne sont pas ces jeunes comme ça que nous voulons faire. Nous voulons des jeunes en esprit et des jeunes qui défendent des vraies valeurs. Et des vraies valeurs, ce sont des valeurs pour lesquelles Lumumba est mort, des valeurs pour lesquelles Etienne Tshisekedi est mort, des valeurs pour lesquelles Mouzé est mort, Simon Kimbangu est mort, et non des valeurs que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous ne sommes pas fiers de notre génération qui gère aujourd'hui, malheureusement. Mais voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons pratiquement pris... l'actualité sur la démocratie du Congo. Gauthier Sey, merci d'être venu. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez remarqué que nous courons derrière le temps. En peu de mots, qu'est-ce qu'on peut conclure? Merci de m'avoir invité. Je reste ouvert à cette émission. Et en un mot, je dirais que le Congo nous appartient tous, chers amis, chers Congolais. C'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes aussi responsables de cela. Voilà pourquoi nous devions tous chercher à se former sur la question électorale pour qu'en 2023, nous puissions bloquer la route, n'est-ce pas, aux fraudeurs de nos voix et bloquer la route, n'est-ce pas, aux faux députés. Ceux qui viennent nous mentir, qui vont construire des routes, ceux qui viennent nous mentir, qui vont construire des maisons, au lieu de nous dire qu'ils vont voter des lois, ils vont contrôler les gouvernements pour que nous tous, nous puissions, n'est-ce pas, sentir l'impact de leur contrôle. Mais malheureusement, nous nous fuyons aux gens qui nous vendent du vent. Ceux qui passent à la télé pour raconter leur vie, ceux qui passent à la télé pour parler matin, midi, soir, on pense que ce sont ceux-là les défenseurs du peuple. Alors, non, votez des gens qui défendent des vraies valeurs, votez des gens qui ont un cursus clair et votez des gens qui ont un parcours, qui sont responsables et non des gens, des vendeurs de vent. Et demain, une fois devenus députés, ils seront là pour défendre Mbosso, ils seront là pour défendre des palissades, ils seront là pour défendre les individus au lieu de vous défendre vous. Donc soyez vigilants, barrez la route à tous ces fraudeurs. Merci Gauthier Sey, il faut arriver pratiquement à la fin. Merci cher René. À l'équipe technique Rodi Louadio, Koupar Bola, Freddy Takedi à la réalisation, Ver Mbata, sans oublier l'assistance de Laetitia Louvoiseau. Je dis merci à la diaspora, vous qui nous écrivez, Monsieur Gauthier est là, si vous avez des questions, écrivez, on va le transmettre. Je dis merci à la diaspora de la Belgique, la France, les États-Unis, le Canada, Patrice Kobangué, je vous salue, Christelle Kobangué, je vous salue. Ben voilà, quoi, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Allez, je vous dis, bonne suite de programme chez Kanaki Télévision, la télé-vérité, bye bye.